Une question sur, par ordre statistique, une question sur l'abattage rituel. Vous dites que l'abattage rituel tend à devenir la norme. Et vous y consacrez de la page 211 à la page 264 à peu près. Hein. Ça veut dire quoi, ça, que l'abattage rituel tend à devenir la norme ? Eh ben, aujourd'hui, on constate, ça ce sont les chiffres qu'on récupère auprès des industriels qui veulent bien nous parler, que quand vous mangez une viande d'une vache, vous avez une chance sur deux de manger une viande qui a été abattue de façon rituelle. S'il s'agit d'agneau, on est quasiment à 95%, et en ce qui concerne la volaille, on est entre 20 et 40%. Les chiffres varient, et c'est très compliqué d'avoir des vrais chiffres. J'ai du mal par rapport à ces chiffres. Moi, j'ai mal par rapport à ces chiffres parce que je connais, allez, on va dire 10 abattoirs. Dans 2, il y a un piège pour faire de l'abattage rituel, et ailleurs, il y en a pas, quoi. Hein. Mais qu'on dise aujourd'hui, il y a 100% de la viande abattue en Île-de-France qui est rituelle, ça, je veux bien l'entendre, parce qu'il reste 3 abattoirs où ils tuent 10 vaches, quoi. Mais dans les grands centres et les grands abattoirs, c'est pas du rituel, hein. Et alors, c'est pas du rituel. Vous allez chez Bigard à Cuiseaux, il y a pas de piège, hein. Ah, mais Bigard Cuiseaux, c'est le fleuron de l'abattage. Attends, je voudrais terminer ma question. Il y a pas d'abattage rituel. L'abattage rituel, c'est quoi? Expliquez-le. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est les gens, c'est que de toute manière, quand on abat une vache, elle va de toute manière être égorgée. Ça, c'est sûr. Ensuite, quand elle est abattue, selon la réglementation, elle doit normalement être étourdie. Oui. Sauf exception pour le rituel, c'est-à-dire pour les consommateurs de confession musulmane ou juive qui désirent manger soit de la viande halal, soit de la viande cachère. Ça coûte trop cher de faire de système. Les industriels expliquent que ça coûte trop cher de faire de système et de nettoyer entre chaque type d'abattage. Et donc, du coup, ils font tout en rituel parce que de toute manière, ils considèrent aussi que les consommateurs n'ont pas besoin de savoir comment la bête a été abattue. Ah oui, d'accord. Sauf que ça n'est pas normal puisque on a le droit de savoir comment la bête est abattue. Il n'y a pas d'obligation légale. Citez-moi des abattoirs où vous avez vu ça. Ah ben, moi j'aimerais savoir, c'est quoi des abattoirs ? Dans le livre elle le dit, hein. Mais est-il vrai que quand on achète une viande qui a été tuée selon un rituel, halal ou cachère, on paye une dîme? Alors, a priori, pour les risques sanitaires, Gilbert. A priori, non, on paye pas de dîme, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'abattage cachère, par contre, il y a une taxe qui est prélevée de 1,20 à 1,50 kg. Alors là encore, les chiffres varient suivant les abattoirs et les rabbins, mais une taxe est prélevée au kilo de viande abattue de façon rituelle. Cette taxe sert à financer le grand rabbinat, et a priori, ça va jusqu'à fournir 60% du budget du grand rabbinat. Alors, ça, c'est pour le cachère. Pour le halal, la taxe est plutôt de 8 à 10 centimes du kilo, et cette taxe sert aussi à payer non, a priori non, elle sert à payer les sacrificateurs qui peuvent reverser après à qui ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, effectivement. Voilà. Mais du coup, ils sont payés sur leur acte. Il faut quand même savoir. Il faut quand même que le consommateur laïque, et ça nous concerne tous, je crois, sache qu'en achetant une viande ritualisée, il paye une dîme à un culte qui n'est peut-être pas le sien. Alors ça, c'est une chose. Mais pour moi, il y a plus grave. C'est qu'aujourd'hui... Et ça, on le sait pas. Et ça, vous l'avez dit dans votre bouquin. Il n'y a pas d'obligation de dire, effectivement, comment ça a été abattu. Il y a eu 3 tentatives par plusieurs députés, l'équivalent de quasiment de 150 députés, qui ont demandé à ce qu'il y ait un étiquetage sur la viande. Ça a été refusé. Il y a eu différents types de demandes. Alors, on a parlé abattage sans étourdissement, abattage avec étourdissement, abattage selon le rite cachère, selon le rite halal, etc. Ils ont pas réussi à se mettre d'accord, mais le plus impressionnant dans cette histoire, c'est que les 150 députés, donc les 3 propositions de loi, ont été retirées moins d'une semaine après avoir été déposées face à la pression des lobbies. Quel lobby? Permettez-moi une observation. Alors, les lobbies industriels et religieux. Une observation. À la page 229, vous dites: les taxes religieuses financent une grande partie du fonctionnement des consistoires. Et à la page 230, et des 3 grandes mosquées. En l'occurrence des consistoires pour ce qui est de l'abattage cachère et voilà, vous l'avez écrit, dites-le. Oui, non, c'est pas ça, c'est que les 3 grandes mosquées, en fait, il faut revenir sur le contexte. Il y a 3 mosquées qui sont habilitées à émettre des cartes de sacrificateurs. Il y a celle de Lyon, celle d'Évry-Courcouronnes et celle de Paris. Elles ont été habilitées à l'époque de Pasqua. Et en fait, ce sont eux, les sacrificateurs vont payer une taxe de 150 à 160 euros par an pour avoir une carte et pour pouvoir travailler comme sacrificateurs après avoir dit qu'ils étaient des religieux aptes à faire le travail. Le travail. Le problème aussi, c'est qu'ils ne sont pas assez formés. Non, mais vous écrivez aussi, n'importe qui peut s'auto-déclarer
certificateur halal, page 228. Alors c'est deux choses différentes. Il y a le sacrificateur, il y a le certificateur. Voilà. Le sacrificateur, c'est celui qui va égorger la bête. Le certificateur, c'est celui qui va mettre un coup de tampon et effectivement toucher un peu de sous pour avoir mis un coup de tampon. Voilà. Mais c'est deux choses différentes. Le problème qu'on a sur le halal et pas sur le kasher, c'est que pour le kasher, il existe une définition juridique très précise. Pour le halal, il n'y a pas de définition juridique. C'est ça. Et donc du coup, chaque obédience religieuse va tirer dans son sens en disant moi je suis pour l'étourdissement avant, l'étourdissement après. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des choses progressent dans certains pays et que par exemple pour tout ce qui est abattage rituel, il y a de plus en plus de religieux qui acceptent que les bêtes soient étourdies. Et vous racontez que même entre eux, ils se font la guerre. Les enjeux financiers conduisent, dites-vous, à une guerre entre organismes certificateurs halal. Absolument, c'est ce qu'on c'est certificateur, ça. Oui, c'est que le coup de tampon, Gilbert. On a bien, j'ai compris, bien sûr. Non, mais ce que je trouve plus grave, moi, c'est qu'elle nous dit aussi qu'il y a des sacrificateurs qui sont mal formés. Oui. Et là, ça pose un autre problème. C'est un problème sanitaire, parce que un sacrificateur qui est mal formé, il peut trancher la trachée, il peut y avoir des jus de rumen qui remontent, en gros, le bol digestif qui remonte et qui souille la carcasse. Et ça, aujourd'hui, c'est un problème qui n'est jamais traité, quoi. C'est un risque supplémentaire par rapport à l'abattage rituel. Réponse. De toute manière, quand on abat de façon, quand on égorge la bête sans l'étourdir, on est obligé de couper la trachée. Il n'y a pas le choix. Donc effectivement, on a ce déversement. Le problème, c'est que ce déversement se retrouve sur la viande de gorge. La viande de gorge est celle qui est utilisée le plus souvent pour faire des steaks hachés. Et on se retrouve avec des problèmes d'Escherichia coli ensuite chez les enfants. Alors Sylvain, il y avait deux petites choses. D'abord, étant donné les conditions sanitaires que vous décrivez et qu'on retrouve souvent sur des vidéos, notamment sur YouTube, on voit des conditions vraiment étonnantes. D'abord, quid des intoxications? On a des chiffres sur l'intoxication alimentaire en France? Ça régresse, ça monte? Alors, il y a les chiffres officiels et les chiffres officieux. Les chiffres officiels, c'est à peu près 250 000 intoxications par an. En fait, on serait plus près de 750 000 intoxications par an. Et encore, le chiffre est bas, puisque si on prend les campylobactères, le rapport qui vient de sortir, et qui n'a été publié d'ailleurs qu'en anglais, bizarrement, qui fait état de 800 000 cas par an en France. Rien que pour les campylobactères, cette bactérie du poulet. Et là, on n'est que sur les volailles. Et là, on n'est que sur les volailles. Non, mais ayez l'honnêteté de dire que on n'a pas le même risque sur de la volaille et du porc que on peut avoir sur du bœuf. Il y a des risques sur le bœuf, par exemple, il y a le ténia du bœuf, je ne sais pas si vous savez que ça existe, c'est 150 000 cas par an en France, c'est pas rien. Et en fait, faire cuire la viande. Il faut faire cuire la viande, oui. Une question que je me posais toujours sur ces images qu'on voit, mais une dernière question sur les conditions de travail. T'es tourné en Russie dans les années 60. Non, mais ces gens qu'on voit, vous avez rencontré quel type de salariés, quel type d'ouvriers dans ces abattoirs? Parce que nous, au bout d'une minute de ces vidéos, qu'on mange de la viande ou pas, on a mal au cœur, on est mal à l'aise devant tant de souffrance. Mais quel type de population vous avez rencontré? Dans quel état sont les gens qui travaillent là-dedans? C'est surtout si c'est des zones de non-droit où visiblement il y a une opacité. C'est très difficile pour eux de travailler dans un abattoir. Ouais. D'abord pour les conditions de travail, parce qu'on travaille à 3-4 heures du matin. Il fait froid, c'est extrêmement bruyant, on se blesse en permanence. C'est une des professions qui a le taux d'accident du travail le plus important. Les gens se blessent, qu'il y a des couteaux, ils ont des troubles musculo-squelettiques, ils peuvent plus bouger les bras, les épaules très très vite. Et en fait, les gens vont à l'abattoir souvent par dépit. Il faut quand même le reconnaître. C'est pas le métier le plus réjouissant d'aller égorger 500 vaches à l'heure. De lire ce livre. Vaches à l'heure. Ouais. Il faut l'appétit. Quand la viande nous mène en barquette. Vous savez, on a l'habitude de dire aussi que dans le cochon tout est bon. Je vous conseille le chapitre aussi sur le cochon. Oui, il paraît. Oui. Merci Anne Deloisy, presse de la Cité. Il paraît qu'il y a même du cochon dans le halal, j'ai vu. Merci d'avoir. Oui. Incroyable. C'est-à-dire que allez-y, vous avez 20 secondes. Sur les histoires du cheval-guette, en fait, on s'est rendu compte à l'origine l'histoire des lasagnes Findus, que quand on a fait les premières analyses, c'était un Irlandais, il a analysé 27 steaks hachés, sur les 27, il y en avait 10 au cheval, mais en fait, il y en avait 23 au porc. Et ça n'est pas sorti, la Commission européenne n'a pas fait d'analyse, n'a pas informé les consommateurs européens, c'est un scandale. De plus. Merci Anne Deloisy. Bon appétit.